Alors, bienvenue. Imaginez la scène. Un serveur Linux tout neuf vient d'être installé. Super. Sauf qu'en l'état, il est complètement isolé du monde. On va donc voir ensemble, pas à pas, comment le brancher au réseau. C'est vraiment l'étape 0, celle qui est indispensable pour que ce serveur puisse enfin commencer à servir à quelque chose. Voilà, le système d'exploitation est installé, tout est prêt. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un serveur, même le plus puissant du monde, s'il ne peut pas communiquer, eh bien il ne sert à rien. Il faut qu'il puisse parler avec le monde extérieur pour servir des pages web, gérer des bases de données, bref, faire son travail. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Mais attention, avant de se jeter sur le clavier et de taper des commandes, il y a un truc essentiel. Comprendre le pourquoi. Pourquoi on met tel ou tel paramètre. Une fois qu'on a cette base, la pratique devient tout de suite beaucoup plus simple. L'adresse IP, c'est un peu comme l'adresse postale de notre serveur sur le réseau. C'est son identifiant unique. Et pour un serveur, cette adresse, on la veut quasiment toujours statique. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas, elle est fixe. Imaginez une seconde si l'adresse de votre site web préféré changeait tous les jours. Ce serait un cauchemar pour le retrouver. C'est exactement pour ça qu'une IP fixe, c'est primordial. Ensuite, on a le masque de sous-réseau. Alors ça, à quoi ça sert? C'est l'outil qui va dire au serveur qui sont ses voisins directs sur le réseau local. En gros, ça trace une ligne imaginaire pour distinguer ce qui est juste à côté de lui et ce qui est plus loin sur un autre réseau. Et justement, pour parler avec ce qui est plus loin, il faut bien une porte de sortie, non? Eh bien, c'est exactement le rôle de la passerelle. C'est le point de passage obligé pour toute information qui doit sortir du réseau local ou y entrer. Pensez-y comme la seule porte d'entrée et de sortie du quartier. Et enfin, le DNS. Le fameux DNS. Franchement, c'est une invention géniale. C'est ce système qui nous évite de devoir retenir des suites de chiffres interminables pour chaque site ou serveur qu'on veut contacter. L'analogie parfaite, c'est celle de l'annuaire téléphonique d'Internet. Au lieu de mémoriser le numéro de tout le monde, l'adresse IP, on cherche simplement leur nom. On tape un nom de domaine et hop, en coulisses, le DNS fait la traduction en adresse IP pour que la machine comprenne. C'est un ballet invisible qui se joue des milliards de fois chaque jour. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Pour configurer tout ça, il y a globalement 3 grandes méthodes. On peut les voir comme différents outils dans une boîte, chacun avec ses avantages, que ce soit pour la simplicité d'usage ou pour la puissance pure. Alors, quelles sont ces options? D'un côté, l'interface graphique, très simple, visuelle, mais elle consomme des ressources, ce qu'on essaye d'éviter sur un serveur. Au milieu, on a l'interface en mode texte, le fameux NMTUI, qui est un super compromis. Et enfin, la reine de toutes les méthodes, la ligne de commande. Elle est rapide, ultra puissante, et surtout, on peut l'automatiser. Et ça, pour gérer des dizaines ou des centaines de serveurs, c'est juste indispensable. Donc pour cette démonstration, on va se concentrer sur la méthode la plus utilisée par les pros, les administrateurs système, la ligne de commande. C'est là qu'on a le contrôle total. Le processus est super simple, il tient en 3 étapes. 1. On identifie la carte réseau. 2. On modifie son fichier de configuration. Et 3. On redémarre le service pour que tout soit pris en compte. C'est tout. Clair, net, précis. Allez, c'est parti. Première étape. On ouvre un terminal et on tape la commande IPADDR. Ça va nous afficher toutes les interfaces réseau de la machine. Il faut juste repérer celle qui nous intéresse. Son nom ressemblera souvent à quelque chose comme ENS33 ou, sur les systèmes plus anciens, ETH0. Ça, c'est le nom physique de notre carte. Une fois qu'on a ce nom, par exemple ENS33, on sait exactement quel fichier on doit aller modifier. Le chemin, c'est /etc/sysconfig /network-scripts et le nom du fichier, c'est ifcfg suivi du nom de l'interface, donc dans notre cas, ifcfg-ens comme 3. Ok, on ouvre ce fichier. Dedans, il y a quelques lignes qui sont cruciales. D'abord, on met boot proto sur statique, ça c'est pour dire qu'on veut une IP fixe. Puis, onBoot égale yes, très important pour que la carte s'active toute seule au démarrage du serveur. Et enfin, on ajoute nos 4 fantastiques, l'adresse IPADR du serveur, son netmask, la gateway et au moins un serveur DNS. Voilà, le fichier est modifié et enregistré. Mais attention, pour l'instant, le système n'est pas au courant de ces changements. Il faut lui dire de relire sa configuration. Et pour ça, la commande magique, c'est systemctl restart network. C'est cette action qui va réellement appliquer nos nouveaux paramètres. La connexion réseau devrait maintenant être active. Mais un serveur, ce n'est pas juste une adresse IP. Pour qu'il soit vraiment prêt à travailler, il y a encore quelques petites finitions à apporter. Par exemple, 3 actions très courantes au tout début. D'abord, on lui donne un nom, un hostname, pour l'identifier facilement sur le réseau.
Ensuite, et ça c'est surtout quand on est en phase d'apprentissage ou de test, il est souvent pratique de désactiver temporairement deux choses, c'est Linux et le pare-feu. Pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes de sécurité très puissants et ils peuvent parfois nous compliquer la vie au début en bloquant des connexions sans qu'on s'y attende. Et là, attention, c'est un point de sécurité absolument capital. Le conseil de désactiver le pare-feu, c'est valable uniquement dans un environnement de test, un labo, quelque chose de contrôlé et isolé. Jamais, au grand jamais, on ne fait ça sur un serveur de production qui est connecté à Internet. Le pare-feu, c'est la première ligne de défense. Le désactiver, c'est comme laisser la porte de sa maison grande ouverte. Bon, on y est presque. Le moment de vérité. Tout a été configuré, tout a été redémarré. Maintenant, il faut s'assurer que ça marche, que notre serveur est bien capable de discuter avec les autres. C'est la grande question que tout le monde se pose après avoir touché à la config réseau. Comment être sûr à 100% que la connexion fonctionne? La réponse est simple, et elle tient en une petite commande ultra efficace, ping. On tape ping suivi d'une adresse qu'on sait être joignable, comme celle de notre passerelle. C'est comme si on lui envoyait un petit message pour lui dire « Hey, tu m'entends ?» Et si tout va bien, la passerelle va répondre. On va voir s'afficher une série de lignes qui confirment que la communication passe. Chaque ligne, c'est la preuve que notre paquet a fait l'aller-retour. C'est le « oui, je t'entends 5 sur 5 ». Ça y est, notre serveur est officiellement en ligne. Mission accomplie. Notre serveur a maintenant une identité sur le réseau. Il a une voix. Il est prêt à remplir sa mission. Et la question maintenant, c'est quelle sera cette mission? Va-t-il devenir un serveur web, un serveur de fichiers, une base de données? Les possibilités sont infinies. Et c'est là que la vraie aventure commence.